Bonjour à tous. Bonjour à tous les qui nous suivent sur nos différentes plateformes LinkedIn, Twitter et YouTube, Replay. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire. Notre community manager était en vacances. Il est parti à Hawaï pour 2 mois. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver et d'échanger à nouveau sur un sujet que je l'espère va être passionnant. On a aujourd'hui j'ai envie de dire une équipe de choc, en tout cas pour parler de ce sujet-là, qui est celui du financement à l'étape du MVP. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord donner l'opportunité à tout le monde de se présenter. Donc, nous avons Mafal, qui est cofondateur de Gemini, qui est aussi initiateur, enfin, qu'on ne présente plus sur la scène entrepreneuriale sénégalaise. Voilà, il faut juste que l'on choisisse peut-être 2 fonctions. Mais voilà, initiateur de Pitch Palabre. Nous avons Hamza et Amin, qui sont de Low Investor, que je vais laisser aussi présenter un peu ce qu'ils font. Mais voilà, bienvenue à tous et j'espère que nous aurons un bon échange aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Saliou. Par Low Investor, si tu le permets. Saliou. Bien sûr. C'est Alors, open. en fait, Alors, ça va être un webinaire moins scripté, hein, donc voilà, ça va être un échange libre. Super. En soi, alors Low Investor, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui met en relation donc la diaspora africaine avec les entrepreneurs du continent. L'idée, c'est de créer des synergies et d'apporter en fait du financement à des entrepreneurs locaux, donc des entrepreneurs qui sont au Sénégal ou partout en Afrique, justement, et du savoir-faire aussi de la part de la diaspora pour aller plus loin et pour donner d'autres steps, on va dire, et vraiment exploser les marchés, défoncer les portes grâce à des synergies qu'on peut créer avec la diaspora. Donc Super. moi, c'est Amin Tu nous donnes Boukari. un petit background, Hamza. Donc, tu Petit nous as présenté background, entrepreneur, on va dire, repeat entrepreneur, qui a lancé pas mal de projets. Je suis plus, on va dire, un peu un profil tech et autodidacte. Donc moi, je suis un petit peu dans l'environnement startup français. En particulier, mon rapport, on va dire, avec l'Afrique, c'est que je suis de la diaspora, que je suis né du coup en Algérie et donc j'ai grandi aussi dans cet environnement de la diaspora en se disant ok, en Afrique c'est un peu plus compliqué, etc. Si tu veux, aujourd'hui, ce qui nous a poussé à lancer un projet comme Low Investor, pour que les gens comprennent un peu mieux du coup le background aussi derrière Low Investor, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'étudiants, énormément d'entrepreneurs qui étaient super talentueux, mais qui avaient du mal à trouver du financement. Et donc, quand on a vu le titre du webinaire, on s'est dit, mais c'est vraiment là où il faut être, tout simplement. Effectivement. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, je les ai prévenus pour le webinaire hier. Parce que j'ai défilé sur LinkedIn et je me suis rappelé qu'on s'est rencontrés. Effectivement, on avait eu des discussions hyper passionnantes sur le sujet de l'entrepreneuriat. Et voilà, j'espère que votre dynamisme pourra en inspirer plus d'un. Donc oui, Amin, je te laisse aussi te présenter. Donc Amin Boukari, cofondateur de Low Investor aussi, comme Hamza l'a si bien décrit. Et à côté de ça également, moi je suis expert en intelligence économique et spécialisé particulièrement en conformité anticorruption. Donc j'ai été compliance officer dans une grande entreprise de l'aéronautique pendant 2 ans et je suis cofondateur de Low Investor. Et un plaisir également d'être ici aujourd'hui, donc de participer à ce webinaire et merci encore pour l'invitation, Saliou. Merci beaucoup, ça fait plaisir de t'avoir. Et voilà, comme je disais, bon, on ne le présente plus, mais voilà, nous sommes obligés de te passer la parole pour une présentation, Mafal, donc vas-y. Je pense que tout le monde te connaît déjà bien. En tout cas, je m'appelle Mafal, je suis entrepreneur. J'ai lancé, là je suis à ma 3e startup au Sénégal. Mais sinon, quand j'ai fait échec avec ma première startup, j'ai décidé de monter une organisation qui fait du give back et qui aide les entrepreneurs de l'idée à leur première levée de fonds, qui s'appelle Pitch Palabre. Voilà. Super. Bon, c'est par humilité, hein, je pense qu'il devait présenter tout son portfolio. Voilà, on allait passer 10 minutes dessus. Et voilà, merci encore une fois d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. Je sens qu'on aura des échanges
très, très intéressant. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit en amont, on va parler de financement, mais particulièrement à l'étape d'un MVP. Et vu qu'on va parler de MVP, j'aimerais tout d'abord démarrer par, on va dire, des définitions. Moi, j'aime bien démarrer par les définitions. Voilà, que chacun peut-être puisse nous donner sa version, parce qu'un MVP, j'ai l'impression que tout le monde le comprend un peu différemment. En tout cas, moi, après avoir parlé à plusieurs entrepreneurs, c'est l'impression que j'ai. Donc, j'aimerais bien avoir votre perspective. Qu'est-ce qu'un MVP? Voilà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon MVP pour un entrepreneur? Donc, Mafal, vu que tu es sur mon écran, je passe la parole en premier. Je pense que son micro Bon, est en fermé. fait, moi aussi, j'aime bien les définitions. Et je suis, moi, celle de Steve Blank parce que c'est celui qui m'inspire le plus. Et pour lui, un MVP, c'est quelque chose, c'est un produit donc, qui n'est pas parfait et qui sert à valider des hypothèses de marché. Voilà. Et j'aime bien ça parce que dans notre contexte au Sénégal, où en fait l'entrepreneuriat n'est pas subventionné comme en France, aux États-Unis, soit par des business angels, soit par le chômage, soit par les cartes de crédit, peu importe. C'est très important, c'est vital pour nous d'apprendre à tester le marché le plus rapidement possible et ce que ça coûte le moins cher possible. Et l'outil qui permet de faire ça, c'est le MVP. Effectivement, je pense que c'est une définition, voilà, c'est permettre de tester rapidement son hypothèse sur le marché. Bon, Hamza, Amine, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à cette définition. En soi, sa définition, c'est vraiment la définition du MVP. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus à rajouter, si ce n'est le fait justement que c'est vraiment confronter son idée au marché et en fait passer cette step-là de simplement faire des slides, mais vraiment en fait avoir un vrai produit à présenter. C'est ce MVP-là qui est après le POC. Donc il y a le POC qui est vraiment le proof of concept, qui va plutôt aller, on va dire, chercher une preuve technique que c'est possible. Le MVP, c'est plus d'un point de vue commercial. C'est pouvoir vendre cette solution, la confronter au marché réellement en termes, en termes financiers, quoi, en termes économiques. Ouais. C'est une bonne chose que tu aies différencié le POC et le MVP, parce qu'effectivement, je pense que c'est une confusion que l'on fait souvent. Donc, le POC, effectivement, c'est plus pour valider techniquement la faisabilité voilà, d'une idée, d'une technologie. Et les MVP, comme on dit, c'est plutôt pour valider d'un point de vue business qu'on a une idée viable. Amine? Moi, je pense que déjà les deux interventions étaient super pertinentes. J'aurais juste à ajouter que pour moi, le MVP aussi, en fait, c'est surtout un test, tant pour l'entrepreneur que sur le marché aussi. Un test, en fait, pour l'entrepreneur pour qu'il produise rapidement le produit, enfin l'idée qu'il a en tête, justement, qu'il la concrétise pour qu'il la propose au marché et qu'il la confronte justement au marché. C'est vraiment un test pour l'entrepreneur et donc un test de l'entrepreneur également sur le marché. Effectivement. Je pense que le terme de MVP est maintenant clair, en tout cas pour ceux pour qui ça ne l'était pas encore. Maintenant, justement, l'une des difficultés enfin, je pense que si on pose à nos entrepreneurs la question quelle est la première difficulté sur le continent, je pense que la réponse dans 70% des cas, ça va être le financement. Et sachant que le MVP, généralement, c'est la première étape peut-être dans le développement d'un produit tech. Je pense que c'est important de se poser la question aujourd'hui, si en tant qu'entrepreneur, je suis à l'étape de MVP, j'ai réussi à développer mon MVP, j'ai peut-être commencé à le tester, quelle est la meilleure façon justement pour me faire financer, pour pouvoir aller au-delà du MVP. Parce qu'au final, comme on l'a dit, un MVP, c'est pour tester une hypothèse sur le marché. Il se peut que cette hypothèse soit vraie, il se peut qu'elle soit fausse. Mais dans les deux cas, on a besoin de continuer, on a besoin en tout cas d'un certain soutien, d'une certaine endurance financière pour continuer à itérer sur cette idée-là et peut-être développer justement notre application complète, vu que le MVP n'était pas complet. Et du coup, ma première question, qui est d'abord peut-être pour Mafal, c'est aujourd'hui, ayant accompagné pas mal d'entrepreneurs, peut-être qui ont eu à dépasser cette étape de MVP-là, quelles sont les erreurs que tu vois souvent qui empêchent
ces entrepreneurs d'être financés une fois qu'ils ont leur MVP? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui fait qu'au final, le financement est tant un problème à cette étape-là? En fait, il y en a beaucoup, mais je pense déjà à une question de culture. Tu sais, ces terminologies-là, c'est des terminologies anglo-saxonnes pour lesquelles on n'est pas vraiment familier en milieu francophone. Et puis, il y a la typologie aussi des entrepreneurs de start-up. Dans les différents concours que j'ai pu faire, internationaux, etc., tu vois nettement que la typologie de l'entrepreneur qui entreprend au Sénégal et celui qui entreprend, je ne sais pas, aux États-Unis ou en France, c'est un peu différent. Donc, il y a déjà une question de langage, de terminologie, de culture entrepreneuriale qui est liée à l'espace francophone d'une part, et ensuite, dans un second temps, au fait qu'on soit au Sénégal et que l'entrepreneuriat ici est souvent une voie par défaut. Ce ne sont pas les meilleurs qui entreprennent ici. Ce sont les, donc ils viennent donc moins préparés avec ça. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'entrepreneuriat de start-up, c'est avec l'avènement de Lean Startup, de Steve Blank, etc., c'est le moment où on a basculé l'entrepreneuriat dans la méthode scientifique. Tu vois, quand on a dit les définitions, là, il y a des notions de test. Mais en fait, on ne se rend pas compte, mais derrière, il y a tout un background. Tu vois, on teste en fait une hypothèse. Tu vois, cette hypothèse, il faut qu'elle soit structurée suffisamment pour que tu puisses en tirer des apprentissages. Et en fait, c'est les investisseurs diront qu'ils font une thèse de start-up. Mais en fait, les startups doivent avoir une thèse aussi de développement, tu vois. Et en fait, souvent, ils ne se font pas financer parce que déjà, la promesse, en fait, la thèse de start-up en elle-même n'est pas prometteuse, en fait, tu vois. Ou en tout cas, ils n'arrivent pas à l'articuler comme quelque chose que, si ça, je valide ça, on est sur quelque chose de très gros. Parce qu'à la fin, l'investisseur, c'est aussi ça qu'il recherche, quoi. Il recherche à la fin une opportunité et on a du mal à sortir de la tête de notre produit et à transformer ce qu'on a en tête en une opportunité qui vaut la peine d'être tentée, tu vois. Et en général, quand tu arrives à passer du shift produit au shift opportunité de marché, déjà ton discours, il est plus compelling, il est plus attractif pour les investisseurs. Et c'est ça le plus gros problème que je vois, moi, en général. Un manque de culture et après des gens qui sont tellement focus sur le produit qu'ils oublient qu'il faut que ce produit aille adresser une opportunité de marché, quoi. Voilà. Yeah, effectivement. Je pense que si on revient à la définition, tout s'éclaircit. C'est vrai que dans le nom de MVP, on a le P qui signifie product. Et peut-être du coup, on a tendance à faire un focus très large sur le produit en lui-même. Mais le produit, voilà, la finalité de cela, comme tu l'as dit, c'est de valider l'hypothèse. Donc, au final, voilà, peut-être pour pitcher un investisseur, ce n'est pas de lui dire j'ai fait un MVP, voici ce qu'il fait. Mais c'est plutôt, voilà, voici l'hypothèse que je souhaite tester. Voici comment je l'ai testé grâce à mon MVP. Et voilà, à partir de là, justement, comme tu l'as dit, si l'investisseur trouve que l'opportunité est assez intéressante, il sera prêt à t'accompagner pour continuer à tester cette hypothèse-là et peut-être aller plus loin. Donc, je pense que c'est un très bon insight. Alors, toujours sur cette note de tes difficultés d'accès au financement à cette étape MVP, Hamza, vous êtes justement vous essayez de solutionner cela avec la plateforme Low Investor. Aujourd'hui, quand on parle de financement early stage, peut-être dans d'autres marchés, typiquement ce qu'on nous dit, voilà, c'est de la love money, c'est des business angels, c'est peut-être des grants par-ci, par-là. Aujourd'hui, en Afrique, on sait que c'est une réalité qui est peut-être tout autre. Vous, peut-être des expériences que vous avez eues, quelle est la réalité du financement early stage en Afrique et quelles sont, en même question, quels sont les obstacles en fait qui sont posés lorsque ces entrepreneurs early stage essaient d'accéder au financement?
Euh, c'est assez intéressant, puisque pour une fois, en fait, j'aimerais aussi porter un peu l'attention sur autre chose que l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a pas mal de choses à améliorer, manque de confiance en soi, etc. Mais souvent, en fait, ce qu'on a remarqué, ne serait-ce que là, par exemple, à notre voyage, par exemple, au Sénégal, on était parti au FI Sénégal, donc Forum Invest in Sénégal. C'est vrai qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui ont pitché enfin, sur une scène, devant un public d'investisseurs. En fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de pitcher à des personnes qui, en face d'elles, n'avaient pas de sensibilité par rapport à leur projet. Il y a un mec qui est venu, qui a pitché une IA juridique devant des personnes qui sont sensibles uniquement à l'agriculture, par exemple. Et en fait, ça aussi, c'est un gros obstacle qu'on a par ailleurs en fait, vis-à-vis des investisseurs. C'est que souvent, vous, quand vous pitchez, quand un entrepreneur vient pitcher, il oublie que la personne en face d'elle n'est pas forcément sensible à son sujet, n'est pas forcément consciente des problématiques. En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand vous pitchez un projet, votre problème, ça doit devenir mon problème. C'est-à-dire que quand j'écoute votre pitch, à la fin, genre, je dors pas, j'arrive plus à dormir. Je me dis, oh, c'est vrai, pourquoi on ne règle pas ce problème? Tu vois, en fait, il faut vraiment réussir à créer ça. Et aujourd'hui, c'est un vrai obstacle, hein, parce que on va pitcher pardon, envers des investisseurs locaux qui ne sont vraiment pas sensibles à tout ça. Et dès qu'on tombe avec un investisseur qui est sensible, tout d'un coup, on a l'impression que tout fonctionne bien, c'est notre projet, le meilleur, etc. En fait, c'est vraiment la cible à laquelle on s'adresse. Il faut bien s'y adapter. Et ça, c'est le premier frein que rencontrent les entrepreneurs, on va dire, dans la recherche de financement. C'est toujours arriver avec des personnes qui ne comprennent pas. Je vois. En gros, il faudrait peut-être traiter les investisseurs un peu comme on traite les clients. Voilà, essayer de les comprendre, de comprendre leur persona, de comprendre leur sensibilité. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose, effectivement. C'est les premiers clients, les investisseurs. Il faut que demain, ils soient Mhm. convaincus de ta solution. S'il n'est pas prêt à acheter ta solution, alors il t'imagine investir dans ta solution. Effectivement. Ce n'est pas le même montant, ce n'est pas le même risque. Justement, je pense que c'est une bonne transition sur une question que j'ai. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui? Ok, j'ai un MVP. Je l'ai peut-être mis dans la main de quelques early adopters, de quelques testeurs. J'ai peut-être un peu de traction. Comment est-ce que je structure mon pitch? Comment est-ce que je structure, en tout cas, mon discours pour convaincre ces investisseurs-là? Bon, c'est une question ouverte. Hein. Ok. Moi, je pense que ça se travaille même avant le pitch, dans le sens où tu as une partie, on va dire, de communication derrière ton projet. Aujourd'hui, il y a des personnes qui communiquent super bien. Là, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des personnes de Guinée-Conakry. Pour donner un exemple, en Guinée-Conakry, on a Amadou Tal. Amadou Tal qui communique énormément sur LinkedIn, mais il le fait tellement d'une très belle manière qu'en fait, dès l'instant où il vient pitcher, il a déjà une sorte d'aura, on va dire, avec lui. Pourquoi? Parce que les gens l'ont déjà vu sur LinkedIn, donc il est familier. Il y a déjà quand même une certaine proximité avec lui. Et donc, dès qu'il parle, les gens vont réagir, ils vont rigoler, ils vont discuter, etc. Parce qu'en fait, il a réussi à communiquer, il a réussi à montrer qu'en fait, il touche beaucoup plus de personnes. Et donc, tout ce personal branding-là, c'est ce qui va permettre aussi, avec le pitch, de vous rendre crédible face aux investisseurs, de montrer qu'en fait, OK, donc ça aussi, c'est. Ah, je pense qu'on a quelques difficultés Mais moi, je techniques pense avec qu'il y a ça. Hamza. Alors, on t'a un peu perdu vers la fin, Hamza. Désolé, la connexion. Ça a coupé, hein. Si, ouais. Ça a bugué. Non, en gros, je disais, pour résumer en une phrase, ça se joue vraiment même avant le pitch. Il faut communiquer, il faut montrer en fait son expertise, il faut asseoir sa crédibilité. Effectivement. Mafal, Amine, des choses à rajouter par rapport à cela? La meilleure façon de Bah, structurer son discours et son pitch à l'étape d'une. je vais laisser Amine parler parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Ouais, merci. Bah, ouais, non, totalement. Je rejoins totalement Hamza sur ce qu'il a dit. En fait, démontrer aussi l'impact.
l'impact que vous créez, en fait, qui vous impactez, qu'est-ce que vous transformez, en fait. Parfois, il y a des solutions qui transforment vraiment la vie des populations, qui peuvent transformer des secteurs entiers, qui peuvent impacter des villages entiers. En fait, vraiment, il faut vraiment vendre ça. Il faut vraiment impacter. Il faut aller chercher le sentiment en fait de l'investisseur en face de vous, parce que souvent à cette étape-là, en fait, souvent c'est des individus qu'on va chercher, c'est des business angel advisors, etc. Et donc, aller chercher déjà ce sentiment-là chez eux, vraiment en communiquant à travers les réseaux, mais à travers le pitch, il faut vraiment faire du storytelling aussi. Raconter l'histoire, pourquoi vous en êtes arrivé là, etc. Ce storytelling-là, en fait, faut le travailler, ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain, en fait, que vous allez réussir à le faire, ça se travaille. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment faire plusieurs concours, vraiment s'exposer, en fait. S'exposer à plein d'investisseurs, c'est pas avec la première personne que vous allez rencontrer que vous allez lever des fonds dans tous les cas. Il faut vraiment s'exposer, oser, ne pas avoir peur, en fait. Personne en fait, vous allez jamais rien perdre dans tous les cas de présenter, de pitcher votre projet à n'importe qui dans tous les cas. Ça sera toujours de l'entraînement, rien de perdu. Et aujourd'hui, il y a plein de concours, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et encore, en Afrique de l'Ouest, franchement, on a vu aussi beaucoup de structures d'accompagnement, plein d'associations, etc., qui organisent ce genre de concours, de pitch, etc. Donc, il faut, comme Pitch Palabre aussi, je suppose. Donc, franchement, allez-y à fond et testez-vous. Le MVP, en fait, c'est tant un test pour le produit, mais c'est un test pour vous aussi. C'est-à-dire qu'il faut aller tester oralement votre produit. Tester oralement le produit, effectivement, je pense que Je dirais même que l'oral, c'est le premier test du produit, je dirais. Mais moi, ce que je rajouterais avec l'expérience que j'ai maintenant, je pense que les investisseurs, ils misent sur une idée qui est bien articulée, qui a une belle promesse, voilà. Ils misent sur une équipe. Donc, je pense qu'effectivement, la personne, le promoteur, c'est extrêmement important qui dégage quelque chose de positif. Par contre, ce que je vois que les gens négligent, et là je me mets à la place des investisseurs parce que j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est qu'en fait les investisseurs, surtout les investisseurs de métier, ils ont un avantage sur nous, les entrepreneurs. Quel est-il? Souvent, ton idée, il y a 10 000, parce qu'il y a 10 000 personnes qui lui ont pitché à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un investisseur de métier entend beaucoup de pitch. Ça, c'est un. Deuxièmement, il connaît très bien les marchés sur lesquels il a décidé d'investir en général. Parce qu'il s'est construit une opinion, il a construit une thèse d'investissement, il voit beaucoup de startups, il comprend les modèles qui marchent, etc. Et moi, ce que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant quand j'ai lancé mes premières startups, c'est qu'il y a une partie que je négligeais beaucoup, parce que je croyais beaucoup à mon idée, que je fais maintenant beaucoup, c'est analyser le modèle des autres startups qui marchent. Parce qu'en réalité, les investisseurs, ils ont un argument statistique sur ce qui marche, tu vois. Ils le regardent dans d'autres géographies. Et il faut savoir que l'investisseur, ce de quoi il a le plus peur, c'est l'incertitude. Ça s'appelle l'aversion au risque, tu vois. Et quand il voit que tu connais les modèles existants, que tu connais leurs limites, que tu sais pourquoi ce modèle n'a pas marché, tu vois, pourquoi ce modèle marche, avec qui il a marché, tu vois, cette partie-là, ça le rassure beaucoup. Même si ça ne veut rien dire sur le succès futur de ta startup, le fait que tu aies ce niveau de préparation-là, ça les rassure beaucoup parce que moi, j'avais tendance à penser que ce n'est pas des gens qui travaillent beaucoup, mais les bons investisseurs, c'est aussi des gens qui travaillent beaucoup et qui ont tendance à avoir le même degré d'exigence avec les gens auprès desquels ils vont investir. Donc, faire ses devoirs, c'est quelque chose qui les rassure, tu vois. La qualité de ta data room, la qualité de ton pitch deck, la manière dont tu articules les choses, le fait que tu comprends les modèles qui marchent et leurs limites et pourquoi le tien va être différent. Tout ça, je me suis rendu compte avec le temps que c'est très important, que ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Alors que quand je commençais, je me disais non, j'ai un marché, j'ai un produit, j'ai des premières preuves. Normalement, ça va prendre. Mais ça se trouve, il y en a 100 avant toi qui ont fait cette erreur et toi, tu t'en es pas rendu compte. Et ça, le fait que tu ne te rends pas compte, pour l'investisseur,
c'est une erreur, c'est une faute professionnelle, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois. Donc, il a moins tendance à te faire confiance. Ouais. Ouais, non, effectivement, j'ai remarqué que les investisseurs, ils ont des questions, j'ai envie d'appeler ça des questions pièges, qu'ils posent souvent aux entrepreneurs. Bon, l'une de ces questions-là, c'est quelle est ta concurrence? Et voilà, là, généralement, un investisseur qui te pose cette question-là, il connaît très bien ta concurrence et cherche à savoir si peut-être justement tu as fait ton, voilà, disons, voilà, tu as fait ta recherche, tu as fait en tout cas ta due diligence, on va dire, à ce niveau-là. Je pense que c'est très intéressant. Bon, j'ai envie de poser une question follow-up du coup, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parfois qui, à l'étape du MVP, peut-être se posent la question, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une traction pour lever? C'est toujours la question voilà, de la poule et les œufs. Hein. J'ai peut-être besoin de fonds pour pouvoir avoir une certaine traction, mais voilà, j'ai besoin de traction pour lever des fonds. Est-ce que les investisseurs, ils sont au final exigeants à l'étape du MVP sur voilà, l'attraction? Est-ce qu'il faut avoir un nombre d'utilisateurs? Parce que je sais que c'est très facile d'avoir le syndrome de l'imposteur quand on a que 30 utilisateurs ou 40 utilisateurs qui sont sur notre solution. Au final, voilà, quelle est l'importance que les investisseurs ils placent sur cette traction-là? Bon, encore une fois, open, hein, voilà, je vous laisse. Open. Je vais directement, comme traditionnellement, je prends la parole en premier. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de chiffre en soi. Quand on parle déjà de traction, il faut savoir on tracte quoi? C'est quoi notre cible? Les B2C, les nombres, on va dire, de personnes, va varier en fait en fonction aussi de la cible. C'est-à-dire que si c'est du B2C, on s'attend à ce qu'il y ait voilà, au moins une dizaine, au moins une vingtaine, au moins une centaine. Ça dépend vraiment du business model et donc de la cible aussi. Mais quand c'est du B2B aussi, même 3 personnes, même 4 personnes, ça change la donne. En fait, aujourd'hui aussi, moi, je pense qu'on a un petit problème dans les écosystèmes en général, hein, même français. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois, il faut lever des fonds. Aujourd'hui, le financement, lever des fonds, la majorité des boîtes que j'ai pu voir n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, lever des fonds, ça arrive à un moment où tu veux scale, ça arrive à un moment où tu es bloqué, on va dire, par rapport à ta concurrence, tu as besoin de prendre un avantage concurrentiel peut-être, mais si tu es déjà rentable et que tu peux avancer, on va dire, avec une traction et que tes charges elles sont diminuées, ça ne sert à rien d'aller lever des fonds. Donc en fait, cette traction-là, il faut l'analyser, il ne faut pas se dire, OK, j'ai besoin de telle traction pour aller lever des fonds. Si ta traction, elle est suffisante pour aller développer ton produit, pour aller continuer à acquérir des petites parts de marché de temps en temps, etc., de plus en plus, tu n'as pas forcément besoin d'aller lever des fonds ou d'aller présenter ça à des fonds d'invest. Par contre, si derrière ta stratégie est basée justement sur de la croissance, de l'acquisition de parts de marché rapides, aujourd'hui, oui, ta traction, elle doit être vraiment significative pour montrer qu'en fait, l'investisseur, s'il ne met pas son argent, ben, en fait, le train, il part. Toi, en fait, tu dois montrer que tu es une opportunité, ta traction, elle doit suivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se fixer des nombres, mais il faut vraiment analyser sa cible et se dire, OK, c'est cohérent, mon marché est validé. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut garder en tête. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de syndrome d'imposteur à avoir. Ne serait-ce que ramener un client, ça veut dire potentiellement que tu réponds à un besoin. Donc, il faut continuer et il faut le pousser le maximum. Enfin, il faut le pousser au maximum, en fait, sur MVP, tout simplement. Mais c'est inimaginable, juste pour rajouter à ça, le MVP, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est inimaginable d'aller lever pour un MVP alors que tu n'as pas de traction. Parce que le MVP, c'est justement là pour tester ta traction financière, ta traction économique. Donc, il n'y a aucun sens, on va dire. Sinon, tu lèves avec un POC et tu ne lèves pas avec un MVP. Ouais, effectivement. Donc, il faut quand même un minimum de traction, parce qu'il faudra au moins prouver, montrer qu'on a testé son hypothèse, qu'on a validé peut-être une partie de cette hypothèse-là. Mais ce n'est pas nécessairement, il faut montrer. Donc, comme on le dit, hein, je pense qu'on a parfois tendance à peut-être se référer à des modèles qui ne fonctionnent pas nécessairement aussi bien ici. Peut-être une startup aux États-Unis, quand tu es dans le secteur B2C, il y a une certaine exigence, en tout cas, une fois que tu as développé ton MVP en termes de traction, en termes de croissance pour lever ces. Peut-être. Généralement, là-bas, tu as déjà levé un seed à l'étape de ton idée et peut-être tu as besoin de financement justement pour scaler, comme tu l'as dit.
Mafal, Amine, des éléments à rajouter sur ça? Ouais, en MVP, justement, il y a forcément des prérequis. L'attraction, c'en est un. Ça dépend des secteurs, comme l'a dit Hamza, mais il y a aussi, en fait, d'autres critères qui sont hyper importants. Tout à l'heure, Mafal en parlait et ça renforce justement la confiance vis-à-vis des investisseurs. C'est au niveau de la structuration. Souvent, en fait, on voit qu'il y a des entrepreneurs qui sont très, très bons dans leur domaine, mais vraiment, c'est très, très fort, très, très bons dans le produit et cetera. Mais en matière de structuration, ça donne pas envie d'investir. C'est-à-dire que la boîte n'est pas structurée, des fois, l'entreprise n'existe pas ou sous une forme juridique, un peu bizarre, des fois, en fait, il y a des promesses, qui ont été faites de façon informelle, à des personnes pour leur donner des parts, mais du coup, les investisseurs ne le savent pas. En fait, je pense que la chose principale déjà, c'est vraiment la transparence aussi. C'est-à-dire tout ce côté administratif là, comme l'a dit Mafal tout à l'heure, faut pas le négliger déjà. Faut vraiment être transparent, être carré, être organisé à ce niveau-là. Et au niveau et avoir justement les documents phares en fait pour aller lever des fonds, donc pitch deck et business plan. Ça va vraiment renforcer du coup la confiance auprès de l'investisseur et ça va justement en fait lui donner encore plus envie d'investir et lui donner directement la vision et votre stratégie, en fait, et ta stratégie, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi bien focus sur ça. Et bien sûr, l'attraction, je pense que après, comme disait Hamza aussi, c'est que un MVP, ça sert à ça sert à avoir de l'attraction. Après, demain, tu peux tomber sur une personne qui a la vision, qui est, expérimentée dans le domaine et qui veut t'aider, qui veut investir, et qui pense que justement, vous avez tous les 2 un profil assez complémentaire pour avancer ensemble et cetera et ça, c'est possible. Ça nous arrive, on a entendu des histoires où justement, en fait, tu as une startup, par exemple, qui a pas vraiment de traction. Parfois, c'est juste des slides, en fait et le fait de rencontrer une personne parfois de la diaspora ou autre, qui justement croit au projet parce qu'elle a vu ce modèle-là dans un autre pays ou elle a déjà monté ce modèle-là pour participer dans une boîte qui a fait ce modèle-là dans un autre pays, etc. En fait, vu qu'elle y croit, vu qu'elle l'a déjà fait, qu'elle a la vision, là, elle va vouloir investir. Mais c'est dans des secteurs très spécifiques et c'est souvent pour des solutions qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc souvent, c'est dans les fintech, etc. Tu vois. Mais voilà. Moi, je dirais Effectivement, que effectivement, je pense que c'est un prérequis important. C'est bien que je le rappelle. C'est pas juste c'est bien de montrer qu'on a l'attraction, mais voilà, il faut aussi un prérequis administratif, en tout cas un certain compliance pour que l'investisseur soit rassuré. Que justement, s'il investit, il ne risque pas peut-être d'avoir des soucis juridiques, etc. moi, je me rappelle que Ouais. quand j'ai fait ma première levée de fonds, je demandais tout le temps aux investisseurs, mais c'est combien? Tu vois, et je me rappelle, ils ne pouvaient pas me dire. Et c'est après que j'ai compris. Parce qu'en fait, les investisseurs n'achètent pas de la valeur absolue. Ils achètent une dynamique, ils achètent de la croissance. Et pour moi, enfin, si je devais mettre mon argent quelque part, plus que est-ce que c'est 10, 20 ou 30 clients que j'ai, je regarderais plus, est-ce que, par exemple, tu as des clients qui toquent à ta porte régulièrement? Parce que ça veut dire que ta proposition de valeur est attractive. Est-ce que tu arrives à convertir? Ça veut dire que tu adresses un problème que les gens sont prêts à payer pour résoudre. Je regarderai aussi ta rétention. Je pense que quand on est en MVP, on n'a peut-être pas beaucoup de clients, mais on a tellement, comme ils sont peu, on a tellement l'occasion de leur offrir une expérience incroyable que même si ton produit n'est pas parfait, ils ne doivent pas avoir envie de partir. Tu vois? Et finalement, moi, c'est plus ça que je pense qui attire les investisseurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de grandir? Enfin, je lui parle maintenant, si je lui reparle dans 2 mois, il y a plus de clients, plus de chiffre d'affaires, c'est tout le temps en train de trucs. Et est-ce que ce qui fait, ça stick? C'est-à-dire que, est-ce que les gens, ils n'imaginent pas s'arrêter? Et ça, c'est la définition de l'adéquation produit-marché, le product market fit. Et je pense que le projet de recherche du MVP, c'est l'adéquation produit-marché. Une croissance régulière, prédictible, et un minimum de clients qui sont des
qui ne peuvent plus se passer de ton produit et aussi des fans, quoi, des gens qui te recommandent et qui parlent de toi, etc. etc. Quand tu as ces 3 piliers, tu es sur la startup idéale sur laquelle il faut miser. C'est très difficile d'avoir les 3 en même temps, mais en tout cas, c'est toujours autour de cette intersection-là que les meilleures startups attirent le financement, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est très clair. Et ce que je retiens, c'est au final, lorsqu'on parle de traction, ce n'est pas juste une question de chiffres, mais voilà, comme tu as dit, c'est aussi une question dynamique. C'est quels sont les process que tu as mis en place. Peut-être que, bon, là c'est un chiffre, mais voilà, quel est réellement, voilà, peut-être ton taux de conversion, peut-être même le sentiment de tes clients. Je pense que tu l'as mentionné aussi. Les early adopters, généralement, c'est avec eux que tu peux communiquer de façon très régulière. Et souvent, ça peut être, enfin, on peut crafter toute une histoire avec eux, peut-être en prenant des témoignages, en prenant, en tout cas, les retours qu'ils nous ont fait. Donc ça, c'est important. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Et Donc, n'hésitez pas. Saliou, je voulais juste Oui. dire, il ne faut pas construire cette traction pour les investisseurs, sinon tu peux faire de la vanity metrics. Et c'est dangereux. Tu vois, moi, j'ai fait ça quand j'ai levé mes premiers trucs. Et je pense qu'il faut vraiment... je pense que construire sa startup avec l'œil de l'investisseur, c'est comme avoir un miroir. C'est sain, en fait. C'est sain. Et se retrouver dans une posture où tu te dis, bon, je prends ou je ne prends pas, pour l'entrepreneur, c'est bon. Mais il ne faut pas construire les métriques juste pour dire à l'investisseur, regarde, voilà, c'est beau. Il faut construire les métriques parce que ces métriques-là, à la fin, c'est des gens intelligents qui ont réfléchi et que quand elles sont au vert, ça veut dire que tu as une bonne entreprise, en fait. Et à la fin, l'entrepreneur, c'est aussi ça qu'il cherche. Avoir des clients idéalement pour la vie, qui sont fidèles et qui ne cessent d'arriver. Et une entreprise, qu'elle soit start-up ou pas, quand tu te retrouves dans cette situation-là, eh ben, tu es en bonne posture. Et c'est ça qu'on doit tous rechercher en tant qu'entrepreneur, avant même de vouloir séduire un investisseur. C'est-à-dire que je le vois beaucoup chez les primo-entrepreneurs. Il y en a qui créent des boîtes juste pour lever, en fait. Et moi, je suis tombé dans ce piège-là. Hein. C'est comme si ça a validé ton ego, etc., quoi, tu vois. Et il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Ouais, effectivement. On dit tout à l'heure qu'il faut traiter les investisseurs comme ses clients, mais il faut pas oublier que les clients restent les clients. Voilà, les investisseurs, ils sont là pour supporter effectivement le développement, mais au final, si tu as un produit ou en tout cas, voilà, un produit technologique qui ne règle pas, en tout cas, qui n'a pas l'impact souhaité au niveau de tes clients, tu n'as pas de boîte, tu n'as pas une entreprise. Donc, peut-être remettre le client au centre de cette question-là, c'est vraiment important. Alors, j'ai envie d'enchaîner sur peut-être une question que beaucoup vont se poser et que je vois déjà un peu dans le chat. C'est aujourd'hui, bon, dans le contexte africain, à cette étape-là, bon, il y a beaucoup de terminologies, parfois qui sont adaptées, parfois qui ne sont pas trop adaptées. Évidemment, on connaît tous l'enchaînement du financement, le pré-seed, le seed, la série A, série B, ainsi de suite. Parfois, on nous parle, je l'ai mentionné tout à l'heure, voilà, d'aller voir des business angels ou de lever de la love money, etc. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, je vais dire, voilà, peut-être ouest-africain, Afrique francophone, quels sont au final les meilleurs types d'investissement pour un entrepreneur qui est à cette étape-là, qui est à l'étape de tester son MVP. Et peut-être quels sont aussi où est-ce qu'on les trouve déjà, ces investisseurs-là, et peut-être quels sont les types d'investissements les plus adaptés. Est-ce que c'est des prêts, est-ce que c'est des notes convertibles, des prises de participation, voilà. Je pense que c'est une question que beaucoup se posent par rapport à cela. Ça a mis ma tête parce que ça savait que j'allais parler en premier. Non, en fait, la question, elle est assez intéressante. Si tu veux, les différents types d'investissements. Aujourd'hui, si on parle vraiment dans un contexte de MVP, moi, je vois vraiment 2 types d'investissements. Ça va vraiment être donc la love money
et les business angels. Pour moi, les VC aujourd'hui, ils n'agissent pas tellement sur les MVP. Un VC, c'est un autre objectif, c'est un objectif de multiples. Quand il investit, quand un fonds met de l'argent dans une boîte, la boîte, elle est déjà en train de faire de l'argent. Son objectif, c'est vraiment de scale, c'est vraiment de faire un multiple 3, un multiple 5 au bout de X années. Un business angel, c'est autre chose, et de la love money, c'est encore autre chose. Moi, je vais parler que de la love money, pour laisser aussi les autres expliquer par rapport au business angel. Nous, aujourd'hui, par exemple, la love money, c'est ce qui s'apparente un peu plus à low investor. Donc, en fait, la love money, c'est vraiment à la fois, ça peut être l'argent de vos proches. Par exemple, vos proches sont prêts à vous suivre sur votre projet. Quand je dis proche, ça peut être amis, ça peut être cousins, ça peut être même les parents. Mais il y a aussi donc une autre partie de la love money que nous, on essaye d'amener justement avec la diaspora. C'est vraiment de l'argent qui a une volonté sentimentale derrière. Dans le sens où la diaspora, aujourd'hui, elle est prête à impacter le continent. Elle est prête à apporter des fonds, à investir dans des projets qui créent de l'emploi, qui vont vraiment développer la souveraineté du pays. Et donc, ça s'apparente vraiment à de la love money. Les tickets, ça peut être, on va dire, de 5 000 dollars à 50 000 dollars. Et après, on passe vraiment au stade du business angel, où le business angel, justement, c'est plutôt, je vais laisser les autres en parler, mais c'est plutôt quelqu'un qui est un petit peu aguerri sur l'investissement et qui comprend un peu mieux aussi la notion d'investissement et qui peut vous apporter encore beaucoup plus, quoi. Ouais, la love money, je pense qu'on en parle souvent. Moi, j'ai une question follow-up pour Hamza sur cette love money-là, et c'est une question personnelle cette fois-ci. Moi, j'ai des proches, voilà, bon, je dirais pas qui ont de l'argent, mais je sais qui ont en tout cas peut-être assez de côté pour investir, mais qui ne comprennent pas la tech. Et la difficulté que je vois toujours, c'est en général quand on pitch peut-être un produit tech, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de voilà, il y a tout un écosystème, toute une culture derrière. Comment en fait voilà, faire adhérer quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est un commerçant, c'est peut-être quelqu'un qui se fait de l'argent dans l'agriculture, en tout cas qui n'a pas nécessairement le background tech, pour qu'il croit assez en ton projet pour mettre de l'argent dessus. Parce qu'on sait souvent c'est peut-être des sources de revenus un peu différentes, c'est pas la même chose. Donc oui, quel conseil tu me donnerais Alors, première chose, déjà, et ça, je pense que c'est indéniable, quand tu vas acheter ta baguette chez le boulanger, il ne te parle pas de fermentation, il ne te parle pas de farine T45, il ne te donne pas tous les détails, en fait. Ce qu'il te dit, c'est que la baguette, elle est bien chaude et qu'elle peut accueillir du fromage, elle peut accueillir un sandwich, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu parles à tes proches qui ont de la love money, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de leur expliquer ton projet dans tous les détails, avec énormément de détails techniques. Il faut que tu leur montres qu'aujourd'hui, ton projet, encore une fois, la problématique que tu es en train de régler, c'est une problématique réelle et que tu peux générer donc de l'attraction grâce à leur argent, tu vois. Je pense que le plus difficile dans ça, c'est vraiment quand tu es un profil tech et que tu es vraiment que tech et que tu n'as pas essayé de te former, on va dire, sur un domaine un peu plus marketing, commercial, etc. C'est vrai que tu vas avoir vraiment comment dire, l'idée de tout détailler, mais je pense que l'idée vraiment, c'est de parler de besoins et de parler de réponse à un besoin et de montrer les concurrents qui le font déjà. Tu vois, si tu arrives à montrer ça à tes proches, honnêtement, je pense que tu arriveras déjà mieux à les convaincre d'investir dans ton projet et de te suivre. Et aussi, il ne faut pas hésiter à faire jouer un peu les sentiments, hein. Ouais, donc c'est grâce à toi que je vais pouvoir m'épanouir ou que je vais pouvoir avancer dans la vie, etc. Tu vois, il ne faut pas hésiter aussi à leur montrer que leur argent, il est aussi sentimental et que ils n'ont pas forcément que des raisons de risque pour investir chez toi, mais aussi des raisons, on va dire, un peu plus personnelles, parce que tu es quelqu'un de confiance, parce que tu as fait telles études, parce que tu as fait telle chose, telle chose. En fait, vraiment, essaye de construire aussi un certain lien de confiance, parce que la love money, c'est vraiment du lien de confiance pur et dur. Quand demain, un investisseur va mettre beaucoup plus d'argent, on ne va pas te demander que de la confiance, on va te demander du papier, on va te demander d'écrire, on va te demander de t'engager, on va te demander plein de choses. La love money,
c'est un petit peu plus informel et donc ça nécessite aussi de ne pas trahir cette confiance-là. Il faut être honnête en fait. Mhm. Ouais, très, très important. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a le mot love dans Love Money. Il faut vraiment faire jouer les sentiments dans ce mode de financement-là. Alors, du coup, Mafa Lamine, je vous laisse peut-être quels sont les autres modes de financement que vous pensez, voilà, à part la Love Money, qui sont adaptés. Et il y a une question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde, c'est où les trouver. Bon, la Love Money, on sait à peu près où le trouver. Hein. Mais voilà, le reste des investisseurs là, où est-ce qu'ils se cachent dans nos pays? Euh, pour les autres types d'investisseurs, en fait, après, il y a des profils du coup de business angel. Business angel, on va dire tout court, et business angel advisor. C'est deux profils différents. Le business angel tout court, il va, on va dire, être moins actif que le business angel advisor. Business angel, en fait, il va ramener du financement et il va connecter parfois avec son réseau. Mais le business angel advisor, ça va vraiment être vraiment un ambassadeur en fait de l'entreprise. Il va vraiment s'impliquer. Où on peut les trouver aujourd'hui avec le Investor, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a un process en fait où on est 100% gratuit pour les startups. Donc toutes les startups africaines qui souhaitent lever des fonds, peuvent justement candidater à notre catalogue sur notre site web directement, enfin sur notre application web. Donc c'est 100% gratuit pour elles. On ne prend pas de commission sur l'investissement, etc. Par contre, on est très sélectif. Comme je le disais tout à l'heure, on demande plusieurs documents, donc registre de commerce, immatriculation fiscale, etc. Plus, on s'assure que la startup a le pitch deck et le business plan. Parce que, comme je vous ai dit, c'est les deux documents phares pour aller lever des fonds. Demain, si vous n'avez pas ces documents-là, vous ne pouvez pas aller lever des fonds auprès d'un investisseur. En tout cas, vous ne pouvez pas lui inspirer la confiance. Par ailleurs aussi, je reviens sur ce que Hamza a dit par rapport à la confiance. C'est très important d'avoir une bonne réputation, déjà auprès de vos proches, mais surtout auprès des autres. C'est-à-dire que demain, le monde est petit en fait. C'est-à-dire que demain, vous allez rencontrer un investisseur qui peut-être ne veut pas investir dans votre entreprise, mais lui, dans son réseau d'investisseurs, il va peut-être trouver des personnes qui seraient intéressées potentiellement parce qu'il va trouver des personnes de la même origine, etc., qui souhaitent investir dans ce pays, etc. Et donc, si en fait, il y a eu comment dire, il y a eu un bon feeling avec vous, s'il a senti que vous étiez quelqu'un d'honnête, de travailleur et surtout de persévérant, etc., en fait, il pourra vous recommander. Donc ça, il faut vraiment, vraiment être à cheval dessus. Il faut vraiment faire attention à votre éthique aussi. Dans le sens où nous, on a déjà, en parlant avec plusieurs startups en Afrique, on a déjà rencontré des startups qui nous ont demandé justement, qui nous ont fait part par exemple que oui, là actuellement, donc j'ai mon MVP, il y a une administration publique ou parfois même une entreprise avec qui je peux potentiellement avoir un gros marché. Par contre, je dois donner une contrepartie à une personne, etc. Sur le coup, ça donne envie. Et c'est normal parce qu'on est au début, on veut tester notre produit, etc. Mais en fait, ça peut vite retomber sur vous plus tard. Pourquoi? Parce que si ça se sait, si demain il y a un article qui sort, si demain, comme je dis, le monde est petit, il y a du bouche à oreille qui se crée, etc. Si demain un investisseur le sait, en fait, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour vous, pour votre projet. Et donc vraiment, il faut vraiment être à cheval dessus, construire une bonne éthique. Pour conclure, pour revenir du coup sur les business angel advisors, ça va vraiment être des personnes qui, en plus de vous ramener des fonds, vont vous ramener du savoir-faire et du réseau. Demain, vous avez un projet tech, vous êtes un profil tech, vous n'avez pas de cofondateur, on va dire business, market, etc. Demain, en fait, ce business angel peut être cette personne-là. Et donc, il peut vous apporter ça. Et il peut mettre à disposition son réseau parce que lui, il a une facilité de voyager, etc. Et donc, il peut aller pitcher le projet un peu partout dans le monde, etc. Il peut connecter avec des gros fonds ou des gros incubateurs comme Y Combinator, etc. En Afrique, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on regarde, au final, c'est vraiment que la majorité des success stories, on parle de Instadeep, de Yassir, de Jamo, etc. La majorité, en réalité, c'est vraiment une collusion entre un entrepreneur local qui connaît son marché, qui est très compétent, et une personne de la diaspora qui, en fait, a ce réseau international à apporter, ce savoir-faire et aussi parfois ses fonds. Et donc, les deux ensemble, en fait, ils vont pouvoir conquérir le monde, très clairement. Donc voilà. Effectivement. Ouais, je pense que je trouve que ce qu'Amine a dit, c'est très intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la France et avant, j'étais de l'autre côté. Mais j'aime croire à cette idée que la collusion entre
la diaspora et les entrepreneurs locaux peuvent donner des choses, de meilleures choses. Aussi parce que, bon, il y a le réseau, effectivement, il y a la partie market, il y a aussi les standards. Les gens de la diaspora, parce qu'ils ont été exposés à des grands groupes, etc., qu'on a moins ici, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais ils connaissent mieux les standards qui peuvent être attendus par les investisseurs. Nous, on a un petit réseau de business angels qui s'appelle La Tanière. Et pour l'instant, on investit en tant qu'acteurs locaux, mais il y a beaucoup de gars de la diaspora qui viennent donner des petits tickets pour aider les entrepreneurs qu'on accompagne sur des petits tickets. Nous, les plus du gros ticket qu'on a fait, je crois, c'est 10 000. Mais nous, on fait beaucoup de ce qu'il appelle Amine, l'advisory, c'est-à-dire on t'ouvre des portes, voilà, on te met des trucs, on te facilite un peu de cash, de trésorerie, etc. Il y a une question qui est très importante à laquelle Hamza a répondu. Qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans notre domaine? Et là, en fait, j'ai envie de leur dire tout le temps, ne pitchez pas votre solution. Pitchez le problème. Parce qu'en fait, le problème, quand tu le pitches, on est des êtres humains. Et en général, les bons problèmes, les gens arrivent à se reconnaître dedans très, très facilement. Et en fait, quand tu pitches le problème, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails de la technique. Tu as juste à raconter une histoire qui fait sens et que tout le monde peut comprendre, parce que comme tu es sur un gros marché, ça veut dire que tu adresses un gros problème et que ce problème-là, d'une manière ou d'une autre, pour la personne chez qui tu vas lever des fonds, elle peut vérifier rapidement si c'est crédible. Et si elle creusait un tout petit peu, elle se rendait compte, mais oui, en fait, il a raison, c'est vrai. Ah, je pense qu'on a quelques difficultés techniques avec ma femme. Ah. Yes, ça bug un petit peu. Ouais, excusez-moi. Donc, je disais, pitcher le problème parce que les bons problèmes, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dedans et ils sont faciles à vérifier, en fait. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Moi, quand je vais pitcher quelqu'un qui est dans l'informel, un oncle à moi, ou qui est dans l'agriculture, je vais lui raconter l'histoire de celui qui a le besoin. Et en ayant l'espoir qu'il le comprenne lui tout de suite. Et s'il ne le comprend pas tout de suite, l'histoire soit tellement mémorable que s'il appelait dans son réseau, il pourrait facilement vérifier que cette histoire-là, elle est crédible, en fait. Ouais, effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête quand on pitch à ces investisseurs-là, voilà, de vraiment, encore une fois, être focus sur le problème que l'on résout. Et c'est facile à dire, malheureusement, c'est très difficile à pratiquer. Parce que, comme on le sait, on a tendance à tomber, en tout cas, être très passionné par notre produit. Au point où on en oublie, surtout nous qui sommes peut-être un peu geeks, un peu passionnés par la tech, au point d'en oublier les problèmes que l'on résout. Bon, malheureusement, il y a Bamba qui me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes. Donc, nous allons devoir conclure. Le temps est passé vite. Je pense qu'on aurait dû prévoir 2 heures de temps. Mais voilà, je veux donner l'opportunité, tout un chacun peut-être de donner son mot de la fin, un conseil pour les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui, qui sont à cette étape-là, qui se posent plein de questions sur peut-être la bonne démarche à suivre pour justement construire une entreprise solide et viable sur le long terme. Quel est le meilleur conseil que vous auriez peut-être aimé qu'on vous donne à vos débuts, pour éviter certaines erreurs. Bon, aujourd'hui, on va changer. On ne va pas commencer par Hamza, on va commencer par Amine. Merci. Franchement, le conseil que je vous donne, c'est vraiment croyez en vous. En fait, dites-vous qu'il n'y a personne qui peut vous tester. Vraiment, vous êtes le meilleur dans votre domaine. Allez au bout. En fait, restez concentré, personne ne peut vous juger.
Et en fait, le fait de montrer ça, de montrer que vous avez confiance, de montrer que vous croyez en votre projet, en fait, les gens vont y croire aussi automatiquement parce qu'ils vont se dire quoi? Ce gars-là, il me pitch ça avec cette confiance-là. Ça veut dire que ce qu'il me dit, c'est vrai. J'ai même pas besoin d'aller le vérifier. En fait, vraiment, il faut vraiment croire en votre projet. Il faut vraiment vivre le projet, l'intégrer dans votre âme très clairement et y croire. Il n'y a personne qui peut vous tester. Mettez-vous ça dans la tête. Personne ne peut vous tester. Personne n'est meilleur que vous. Personne n'a jamais entendu d'être prêt pour pitcher quelque chose. C'est aussi ça l'essence du MVP, c'est construire comme ça quelque chose voilà, de rudimentaire et d'aller le pitcher, d'aller le tester. Vraiment, allez-y, n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur-là. Vous avez un cerveau, vous êtes des génies. Et c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire souvent avec Hamza, c'est que tout le temps, on parle de l'Afrique comme étant riche sous terre, mais en réalité, l'Afrique, elle est riche sur terre, avec ses cerveaux d'ici, voilà, sur le continent, mais aussi ses cerveaux de là-bas. Donc, très clairement, croyez en vous. Vraiment, croyez en vous, allez au bout. Et c'est vous, justement, qui allez contribuer à l'émergence de champions africains. C'est vous l'avenir de l'Afrique. Très, très, très beau message. Merci beaucoup, Amine. Hamza? Comment tu veux que comment? Regarde ces mots, regarde. De suivre Mais ce speech. plus sérieusement, juste j'aimerais répondre quand même à Ousmane rapidement en une phrase, parce que j'ai vu sa question et j'ai pas pu lui répondre, mais il a dit en gros, pourriez-vous nous expliquer quelles sont les étapes essentielles pour réussir une bonne prise de parole? Je pense que bon, avant tout, je pense qu'il faut surtout aussi s'inspirer. Il y a beaucoup de personnes qui prennent énormément bien la parole, que tu peux trouver sur YouTube. Vraiment, nourris-toi de ces pitchs-là. Nourris-toi de Steve Jobs qui présente l'iPhone. Nourris-toi en fait de tous ces orateurs, même des avocats, même toutes ces personnes-là en fait qui vont te donner une trame en fait pour parler. Une trame pour justement communiquer avec des personnes qui ne comprennent pas ton projet. Parce qu'en fait, si tu arrives à communiquer, si tu arrives à délivrer le bon message à la bonne personne, forcément, ça match. Et c'est là où la communication est magnifique, tu vois. Ça, c'est pour la réponse à Ousmane. Si tu as besoin de plus d'éléments, n'hésite pas. Tu m'ajoutes, si tu m'envoies un message sur LinkedIn avec grand plaisir. Pour ce que tu as dit, du coup, Saliou, la question, le dernier mot, le mot de la fin pour les entrepreneurs, je pense que là, en fait, il faut garder en tête aussi, et ça, il l'a très bien dit, du coup, Mafal, c'est que vous vous adressez à un investisseur et je pense que la chose la plus importante à avoir, c'est de l'empathie, de réussir à se mettre à la place de la personne à qui vous pitchez. Donc, se mettre à la place de cet investisseur-là et créer un peu ce cerveau secondaire qui va aller contrer votre idée à chaque fois, qui va essayer de se mettre un peu dans de la contradiction par rapport à votre projet. Je pense que c'est vraiment le secret, c'est d'avoir un esprit critique et surtout de garder en tête, comme il l'a dit aussi Mafal au début, c'est que c'est des thèses qui s'apparentent un peu à la science. C'est-à-dire que c'est là où on a ramené un peu l'aspect scientifique aux startups. Et n'oubliez pas qu'un scientifique, ça a de la connaissance. Un scientifique, ça essaye de travailler sur soi, ça essaye d'augmenter son panel de compétences. Oui, il faut croire en vous, mais il faut aussi vous donner les moyens, on va dire, de pouvoir faire en sorte que les autres croient aussi en vous. C'est-à-dire que vous devez augmenter vos compétences, vous devez peut-être les diplômes, si vous avez arrêté l'école, je peux comprendre, mais essayez de vous former, essayez d'aller vraiment prouver en fait que vous avez un background et d'augmenter en fait votre panel de compétences parce que ça c'est le B à bas pour aller détruire, pour aller défoncer des portes. Il faut que la personne en face elle puisse rien dire. Donc si vous avez le savoir, si vous avez l'ambition, qu'est-ce qui vous reste à avoir? Franchement, l'argent, vous inquiétez pas, c'est l'argent qui vient au savoir et c'est pas le contraire. Effectivement, l'empathie, l'esprit scientifique est plus important, les compétences. Je pense que c'est une bonne conclusion. Donc, Mafal, je te laisse voilà, conclure sur les conseils. Bon, moi, je voudrais, si vous voulez lever des fonds, bah, déjà, abonnez-vous aux pages de Pitch Palabre, c'est ce qu'on fait. Bien sûr. Et on gardera le contact avec Low Investor pour leur amener de super projets, Inch'Allah. Après, ce que j'allais dire, c'est oui, il faut croire. Bon, maintenant, moi, j'ai des cheveux blancs. Hein, c'est l'entrepreneuriat qui m'a donné les cheveux blancs. Et ce que j'ai compris, c'est que oui, Je confirme, croire en son... quand il y a quelques années, il n'avait pas encore de cheveux blancs. Oui. Et tous mes grands frères ont encore les cheveux noirs. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais ce que je voulais dire, c'est que croire en son projet, je dis souvent, c'est la moindre des choses. Tu peux pas demander de quelqu'un de croire en ce que tu fais si toi-même tu n'y crois pas. Donc ça, c'est la moindre des choses. N'allez pas vendre un truc
auxquelles vous ne croyez pas. Ça, vraiment, c'est la base. Maintenant, j'allais dire qu'au-dessus de la croyance, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous convaincre vous-même. C'est-à-dire, dire, OK, je crois à ça, mais est-ce que j'arrive à me le prouver à moi-même déjà? Parce que si tu as la preuve pour toi, tu auras la preuve pour l'investisseur. Et j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas la peine d'argumenter et d'expliquer à un investisseur qu'on a raison. C'est simple. Montre-lui ce que dit le marché, montre-lui ce que fait tes clients, et normalement, ça doit suffire à le convaincre. Tu vois, si tu dois rentrer dans des explications, en général, c'est que tu as déjà perdu. Le troisième point, c'est que on a les bénéfices de notre malheur. On est un continent qui vit encore beaucoup sur les dons, les subventions, ce qui fait qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement qui donnent des grandes, des cela. Il faut tous les faire. Tu vois. Il faut aller prendre cet argent-là. Tu vois. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Les $1000 par là, les $2000 par là, les $5000 par là. Quand on pitch, il est au point, il faut aller tout prendre, il faut aller tout rafler. Parce que, et ça, je suis très à l'aise pour le dire maintenant, nous, les entrepreneurs, on fait le métier le plus dur du monde. Moi, j'ai été consultant avant, j'ai été ingénieur dans les grands groupes, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de choses. Et crois-moi, l'entrepreneuriat, c'est le plus dur, mais de loin. Ça n'a rien à voir avec le reste. Et donc, du coup, l'argent qui est là pour nous, gratuit, il ne faut pas avoir honte d'aller le prendre. Allez le prendre, c'est pour vous, tu vois. Donc, à chaque fois que vous voyez un grant, une application, faites-le. Au pire des cas, il faut le prendre comme un service pour voir si vous comprenez les questions que se poseraient les gens pour prendre votre argent. Et au meilleur des cas, ça va vous donner. Il faut devenir des machines à concours. En tout cas, sur la partie early stage. D'accord? Et puis après, quand tu auras validé certaines choses, etc., que tu as des choses un peu plus claires, plus stables dans ton modèle, tu vas prendre l'argent des gens. L'erreur que j'ai faite, c'est moi prendre l'argent de ma maman, alors que j'aurais pu prendre l'argent de mes potes, alors que j'aurais pu prendre l'argent des grants. Tu vois? J'aurais aimé risquer l'argent de mes proches un peu plus tard. Tu vois? Donc, avec du recul, je me dis non, il y a plein de sous ici. Viens, on va se confronter à ce que veulent les gens, comprendre pourquoi ils le veulent, apprendre à répondre aux questions de base, être au clair avec nous-mêmes. Faites ce travail-là, OK? Et ensuite, allez prendre l'argent de vos amis. Ils vont vous le donner parce qu'ils vous connaissent. Moi, je te jure, il n'y a que des potes à moi, et je les remercie au passage, Ali, les jumeaux, ma maman, qui m'ont donné des sous pour, tu vois, pour lancer, tu vois. Donc, quand les gens vous connaissent, ça, que vous êtes sérieux, ils vont vous donner des sous parce qu'ils vous aiment, tu vois. Mais ne prenez pas avantage sur ça, tu vois. Risquez leur argent, même si c'est de l'argent facile, sur quelque chose qui est un minimum sécurisé. Pas sur, j'y crois, je suis sûr que ça va marcher, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un argent aussi qu'ils ont gagné durement, en fait, tu vois. Il faut lui donner le respect qui lui est dû. Alors que les subventions, elles sont là, tu les prends et puis ça, tu apprends avec, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je dis, quoi. Faisons nos devoirs pour nos proches parce qu'ils nous aiment, tu vois. Et prenons leur argent après. Et ça, je pense, c'est très important. Parce que je vois vraiment des primo-entrepreneurs qui vont prendre l'or de leur maman. Et j'ai tellement vu ces histoires-là, l'épargne, etc., parce qu'ils sont convaincus que ça va marcher. Mais la conviction, c'est la moindre des choses qu'on te demande. Ne demande pas de l'argent parce que tu es convaincu. Demande de l'argent parce que maintenant, tu as des preuves que ça peut marcher. On ne sait pas si ça va marcher. Au moins, tu as fait un minimum pour prouver que ça va marcher, quoi. Et ça, je pense que c'est un message qui doit être donné aux entrepreneurs, mais aussi aux accompagnateurs, à tous les gens qui veulent accompagner des startups. Demandez-leur un minimum de preuves avant de vous investir en temps, en conseil, en argent, en énergie, en émotion. Voilà. Et si je peux compléter juste un truc qui est super important avec les concours, c'est qu'en fait, comment dire, tu vas devenir humble parce que tu vas te rendre compte aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont la même dalle que toi. Peut-être que toi, tu es le plus motivé, peut-être que tu crois que tu es un super-héros, tu vas tout révolutionner. Non. Il y a des mecs qui sont à côté et qui font la même chose que toi et peut-être même qu'ils le font mieux que toi. Donc, tu vois, ça t'apprend à être humble, à se dire qu'ok,
En fait, je suis pas un génius ou autre. Il faut juste que j'arrive à prouver tout ça. Et donc, non, mais je rejoins totalement ce qu'a dit Mafal. Jouez pas avec l'argent de vos parents, les gars. Faut pas abuser. Non. C'est risquer les graines, etc., les grandes, etc., que vous pouvez avoir dans des concours. Mais vraiment, c'est très, très important de le rappeler. Et je te remercie de l'avoir rappelé, Mafal. On n'en a même pas parlé, mais c'est trop important. Moi, j'ai une chose à ajouter Ouais. également. C'est quelque chose qu'un entrepreneur du coup français a fait part. C'est Nadir Tayash de Nahali, pardon, qui disait en fait avec notre équipe, on a un principe, c'est qu'on croit en Allah et la data. Donc en fait, comme disait Mafal, demain vous avez une idée, vous avez une conviction. En fait, on croit en Dieu, certes, hein, on place notre confiance en Allah, mais on place aussi la confiance dans la data, c'est-à-dire vérifier, faites les causes aussi, faites toutes les recherches. Et voilà, donc ayez ce principe-là, parce que c'est super important. Allah et la data. Ah, Allah, pardon, et la data, plutôt comme ça. On va clore ça, c'est bien. On va adopter ça désormais en interne aussi. Mais en tout cas, c'était super. Je pense que c'est des conseils hyper importants, voilà, et très, 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 très pratiques, très, très pointus. J'espère que tous les entrepreneurs qui nous suivent, voilà, pourront vraiment tirer de ce webinaire à minima des apprentissages et dans le meilleur des cas, voilà, en tout cas, des investissements, on l'espère pour eux. Alors, j'en profite pour parler rapidement, parce que nous avons lancé récemment un service qui s'appelle MVP Launchpad. Et vu qu'on parle de MVP, l'idée derrière l'MVP Launchpad aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'entrepreneurs qui testent leur idée, qui se lancent justement pour même arriver à l'étape d'un MVP. Souvent, la plupart des idées, voilà, on a des hypothèses, mais on ne les teste pas. Et c'est souvent faute de financement, souvent faute de budget. Et justement, nous avons lancé un service pour tous ces entrepreneurs-là qui ont des idées, qui ont des hypothèses, qui souhaitent les tester le plus rapidement possible avec peut-être un budget raisonnable. Et vous pouvez en apprendre plus sur mvplaunchpad.techafrique.com. Malheureusement, nous sommes à la fin du webinaire. En tout cas, j'aurais préféré qu'on continue pendant encore beaucoup plus de temps. Mais voilà, on est vendredi soir, il faut qu'on retourne à la famille. Parce qu'à côté de l'entrepreneuriat, il y a aussi la vie de famille qu'il ne faut pas négliger. Pour pas se faire des cheveux blancs comme Mafal. Mais voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir encore une fois. Voilà, nous sommes très, très grateful du temps que vous avez pris, Amine, Hamza et Mafal, pour donner des conseils à tous ces entrepreneurs qui nous suivent. Et j'espère que c'est comme ça que nous allons pouvoir vraiment booster l'écosystème et voilà, en tout cas, motiver beaucoup plus d'entrepreneurs à aller de l'avant et, comme je disais tout à l'heure, à créer des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Merci encore une fois et on se dit bon week-end. Merci à toi, Merci Sadio. Merci Sadio. Merci à Techafrique. Merci Hamza. Merci au chat. Merci Mafal. Et on reste en contact, hein, Mafal. On s'envoie un petit message. Ouais, sur LinkedIn, Inch'Allah. Ouais. On reste connecté. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez.